Les Lumières ne sont pas françaises. Il se trouve que la langue française jouait un rôle important à cette époque. Mais le mouvement des Lumières a toujours été un mouvement international, transnational, dont l'idéal profond est le cosmopolitisme. La notion de lumière est venue finalement nommer ce que dans la seconde partie du XVIIIe siècle on appelait la philosophie et le courant des encyclopédistes. Il y a une dimension qui n'existait pas auparavant au sein de la République des lettres, qui n'existait pas parmi ceux qu'on appelle parfois les libertins érudits, c'est la dimension sociale, la volonté de transformer la société. Le mouvement des Lumières n'a pas construit une idéologie fixe, mais il est vrai que juste après le mouvement des Lumières, certaines idéologies ont pris forme, y compris à l'intérieur de la Révolution française. L'encyclopédie n'est pas cet outil colonial que l'on veut parfois présenter. Au contraire, elle porte en son sein le projet d'une reconnaissance du patrimoine universel, projet toujours à accomplir. شكرا أستاذ ناجي. Bon, professeur Naji El-Hourimi, elle était fidèle à sa lignée critique concernant Ibn Khaldoun. Alors, elle a pris en contre-pied tous les travaux, toutes les recherches, toute la littérature khaldounienne, soit orientaliste ou arabe, qui ont beaucoup glorifié Ibn Khaldoun en le considérant comme source de lumière de la sociologie moderne, de l'histoire, de l'histoire politique aussi, et de la philosophie de l'histoire, voire le plus grave aux yeux de professeur Hourimi, c'est considérer Ibn Khaldoun dans les encyclopédies qui sont des outils de travail, tout ça, entre les mains de chercheurs, hein, qui est considéré comme le précédérateur de Hegel, par exemple, sur la question de la dialectique de l'histoire. Et les Marx, il fait le parallèle avec le feu Mohamed Tal, lui aussi, qui est considéré comme il a influencé cette pensée, ou Auguste Comte arabe, ou dans sa version arabe, ou peut-être Montesquieu des Arabes aussi. Donc elle a pris tout ça en contre-pied pour, en s'appuyant sur l'analyse du discours essentiellement, dans une relecture disons, solide des textes d'Ibn Khaldoun pour, disons, l'analyse de ces récits. Donc, en passant par cette première partie, elle a évoqué un autre problème en s'appuyant sur Todorov essentiellement, qui a mentionné la notion des Lumières et voilà, et pardon, l'esprit des Lumières, voilà, en s'appuyant sur trois piliers des Lumières, l'autonomie, la finalité humaine de nos actes humains et l'universalité. Donc, pour passer à la troisième partie de sa communication, qui insiste sur que le discours khaldounien, en analysant critiquement, elle a dit que ce discours-là vraiment prouve les limites de la rationalité dans ce discours. Et Ibn Khaldoun aussi insiste sur la finalité métaphysique des actes humains, donc il reste dans la sphère religieux, et aussi la primatie dans le discours khaldounien de la civilisation islamique par rapport aux autres civilisations, d'où la contradiction de l'esprit de lumière en général. Donc Ibn Khaldoun et son discours ne peut pas vraiment ni être parmi les sources de lumière, ni occidentale, ni arabe.
c'est une vraie illusion et un danger. Donc, il faut revoir tout ça. Et voilà, il faut revoir tout ça pour ne pas être... J'emprunte maintenant le second titre de son livre pour ne pas tomber dans les illusions et des illusions d'une modernité arabe qui vraiment, c'est pas une base de la modernité, c'est un système défensif ou d'une certaine compensation de civilisation, si on peut le dire. Donc, merci infiniment, professeur Négia, pour votre communication qui nous donne à réfléchir. Et voilà, si j'ai bien récapitulé les grands éléments de votre intervention sous votre contrôle. Merci. Voilà, donc on passe à la deuxième communication. Je suis heureux de vous présenter professeur Franck Salaoun, professeur de littérature française à l'université Paul Valéry de Montpellier. Donc il est aussi membre de l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. Donc, il est agrégé aussi de la philosophie et surtout directeur de la revue de recherche sur Diderot et sur son encyclopédie, bien sûr, bien réputée, et membre du comité éditorial des œuvres complètes sur Diderot. Donc, ces ouvrages sont vraiment abondants et multiples, vraiment très importants. Donc, l'ordre des mœurs, et c'est sur la place du matérialisme dans la société française du XVIIIe siècle, 1734, l'année c'est de Diderot, c'est pas vraiment au hasard cette date-là, donc, et l'autorité du discours, statut des textes et circulation des idées, et c'est très important ça, dans l'Europe des Lumières, les Lumières, une introduction, et on a besoin de ces introductions vraiment pour mieux connaître ces concepts, ces tendances. إذا نرحب بالأستاذ فرانك سالون، الأستاذ الأدب الفرنسي في جامعة بول فاليري بمونبلييه، وهو العضو في معهد الدراسات حول النهضة الأوروبية والعصور الكلاسيكية والأنوار، وهو أيضا مبرز في الفلسفة أيضا بالإضافة إلى الأدب، وهو مدير مجلة البحوث حول ديدرو والموسوعة الفنون والحرف والعلوم، وعضو اللجنة المصدرة للأعمال الكاملة لديدرو. Donc il va nous parler de la question l'apport des connaissances et des mœurs non européennes d'après l'encyclopédie. À vous la parole, monsieur Franck Salaoun. Merci beaucoup pour ces mots aimables. Les Lumières, quand? Où? Cacophonie chez les historiens. Hein, si vous prenez différents ouvrages scolaires, universitaires, les essais qui paraissent presque tous les jours, les entretiens dans les journaux, il n'est pas sûr que nous parlions tous de la même chose lorsque nous parlons des Lumières. Et s'agissant, donc j'ai posé d'abord la question quand, s'agissant de la période, eh bien cela va d'une quarantaine d'années pour les uns à plusieurs siècles pour d'autres. Donc souvent un siècle et demi, 2 siècles, et puis dans certains courants des études postcoloniales, on va jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique du Sud. Donc c'est un premier constat qui pose tout de même un sérieux problème. Deuxième constat, où faut-il situer les Lumières? Et les deux questions sont liées, évidemment. Si on prend une période beaucoup plus large, l'aire géographique concernée n'est plus tout à fait la même. Alors,
parmi ces grandes questions qui rendent la définition des Lumières compliquée, il y en a une qui est d'une brûlante actualité. C'est l'accusation de plus en plus fréquente, récurrente, selon laquelle le discours des Lumières, la pensée des Lumières, parfois l'expression employée est philosophie des Lumières, l'accusation selon laquelle cette philosophie serait finalement l'idéologie sous-jacente au colonialisme. Donc finalement, le colonialisme n'aurait eu qu'à se servir dans la boîte à outils intellectuelle fournie par les Lumières. Alors évidemment, toutes ces fresques sont intéressantes, elles permettent de vendre beaucoup de papier, mais il est bon parfois de revenir à des choses élémentaires. Par exemple, depuis quand parle-t-on des Lumières? Depuis quand emploie-t-on l'expression les Lumières, le siècle des Lumières, pour désigner une période? Et si on prend les choses sous cet angle-là, tout devient tout de même beaucoup plus facile à organiser. Alors, il se trouve que l'expression les Lumières en français est tardive. Elle apparaît à l'extrême fin du XVIIIe siècle et on a pu montrer, ça a été fait, qu'elle vient du terme allemand Aufklärung. De la même façon, Enlightenment dérive lui aussi de Aufklärung. Alors, on pourrait se dire, là, ce sont les Allemands qui nous ont fourni le concept. Mais oui, mais à y regarder de plus près, ça remettrait en cause une certaine historiographie selon laquelle le mouvement intellectuel que l'on nomme les Lumières, le mouvement intellectuel et culturel que l'on nomme les Lumières, aurait été centré sur la France, et notamment Paris, sans pour autant que les Lumières soient françaises. Les Lumières ne sont pas françaises. Il se trouve que la langue française jouait un rôle important à cette époque. Mais le mouvement des Lumières a toujours été un mouvement international, transnational, dont l'idéal profond est le cosmopolitisme. Bon, donc le fait que le terme soit dérivé de l'allemand, soit une traduction de l'allemand, ne signifie pas non plus que la définition est allemande. On peut même constater, chacun d'entre nous a lu ce texte dans une langue ou dans l'autre, car il est extrêmement célèbre, que le texte de Kant, Was ist Aufklärung, est habité et fondé sur une vaste culture européenne. Kant, en 1784, lorsqu'il répond à cette question, dans le cadre d'un débat sur le célibat des prêtres, se sert de ce qu'il juge important et il a une conscience aiguë de l'évolution de l'Europe en réalité, et avec un regard depuis déjà de nombreuses années sur ce qui se passe en Angleterre d'une part, mais aussi beaucoup en France. Donc ce n'est pas un phénomène français, mais il y a un lien historique avec la France pour plusieurs raisons. L'importance de la langue française à cette époque et le fait qu'il y ait eu en Europe plusieurs foyers culturels reliés entre eux, avec parmi les plus importants, ou le plus important quantitativement, étant Paris. Mais on le sait, ce réseau intellectuel n'a fait qu'approfondir, qu'élargir l'ancien réseau de la République des lettres avec des moyens nouveaux. Donc le phénomène culturel, intellectuel que l'on nomme les Lumières correspond dans un premier temps à un temps fort qui peut être situé schématiquement entre 1750 et 1780, je vais très vite, mais on pourrait le montrer de façon plus fine, ce qui n'empêche pas ensuite de chercher ce qui a rendu possible ce temps fort. Alors, les historiens de la philosophie ont bien montré le rôle majeur de certains penseurs comme Locke. On peut aller beaucoup plus loin, on peut remonter jusqu'à Averroès pour montrer qu'il y a une longue tradition de critique de notions considérées comme négatives. Mais ces sources ou ces filiations très fines, très complexes, très intéressantes n'empêchent pas
qu'en tant que phénomène culturel, il y a eu un temps fort, un moment où on a parlé de ce phénomène. À certains égards, ce temps fort peut être comparé à une avant-garde. Donc, pendant quelques décennies, on a beaucoup parlé de cette question de savoir s'il fallait laisser une place plus importante à ceux que l'on n'appelait pas encore les intellectuels, mais qu'on appelait les philosophes. Donc, la notion de lumière est venue finalement nommer ce que dans la seconde partie du XVIIIe siècle, on appelait la philosophie et le courant des encyclopédistes. C'est pour ça que dans certaines langues, en anglais par exemple, on emploie le terme français les philosophes lorsqu'on désigne cette période, et en allemand, on parle des encyclopédistes français pour désigner ce courant culturel. Donc bien que ça ne soit pas français, il y a un lien particulier avec une période et un espace. Alors, maintenant la question se pose de savoir si ce qui s'est passé dans la seconde partie du XVIIIe siècle en Europe peut avoir une valeur au-delà de la seconde partie du XVIIIe siècle en Europe. Et, autre question, ce qui s'est passé dans la seconde partie du XVIIIe siècle en Europe, s'est-il produit ex nihilo, à partir de rien? Alors on a commencé à répondre, puisqu'il y a toutes sortes de sources, toutes sortes d'influences. Certains ont mis en avant le rôle très important des courants philosophiques matérialistes, athées, le rôle de Spinoza, donc on peut chercher toutes sortes de liens entre les ouvrages qui ont pris forme à cette époque. Il n'en demeure pas moins que le phénomène en question n'est pas un phénomène uniquement philosophique. Il implique aussi de nouvelles formes de sociabilité et des priorités, c'est-à-dire aussi un engagement social finalement. Il y a une dimension qui n'existait pas auparavant au sein de la République des Lettres, qui n'existait pas parmi ceux qu'on appelle parfois les libertins érudits, c'est la dimension sociale, la volonté de transformer la société. Alors, est-ce que cette volonté de transformer la société, est-ce qu'elle est dépassée? Est-ce qu'elle était purement liée à ce moment historique? Est-ce que c'est une erreur de se référer encore à cette époque? Est-ce qu'en se référant à cette époque, eh bien, on contribue à installer une domination occidentale sur le reste du monde? Ce sont des questions très importantes, mais il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire l'utilisation qu'on a pu faire au XIXe siècle, au XXe siècle ou encore aujourd'hui de certains auteurs, en les vulgarisant, en les enseignant de force, est bien autre chose que ce que ceux-ci ont tenté de faire à leur échelle. Et bien sûr, un penseur du XVIIIe siècle ne peut pas être transporté comme ça directement en 2019, et on ne peut pas le passer à la question en lui demandant ce qu'il faut faire pour réorganiser l'économie française, tunisienne ou autre. Il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne. Donc la question mérite d'être prise sous un autre angle. Donc il me semble que, avant de parler de philosophie des Lumières au sens très large, et de rapporter des grandes évolutions historiques à une seule idéologie qui se serait imposée, en particulier dans les Amériques, et en particulier en Amérique latine, mais d'autres façons en Inde, à travers les Anglais, ou en Afrique du Nord, à cause des Français. Avant de faire ce lien, il faut tenir compte, bien sûr, de la pluralité des courants intellectuels. En réalité, les Lumières se sont formées par opposition à d'autres courants qui existaient déjà, et en particulier par opposition à la domination du théologique. Donc, ce simple rappel devrait empêcher de présenter la philosophie des Lumières comme l'idéologie sous-jacente du colonialisme, et du colonialisme actuel encore. Car vous savez comme moi que le théologique, qui n'avait jamais disparu, a fait son grand retour. Et ça, ce n'est pas du tout conforme au mouvement des Lumières. Première constatation.
Donc, l'une des questions qui se pose donc, c'est de savoir si un certain nombre de priorités, de concepts qui ont pu être discutés à cette époque par des gens qui n'étaient, pour la plupart d'entre eux, pas dogmatiques et qui n'étaient pas forcément d'accord entre eux. En réalité, Rousseau n'a pas les mêmes positions que Diderot, qui n'a pas exactement les mêmes positions que Voltaire, qui n'a pas exactement les mêmes positions que d'Holbach, lequel n'a pas non plus les mêmes positions que d'Alembert, etc. Donc c'est plutôt un espace de discussion finalement. Alors en faire une idéologie unifiée nous ferait perdre toute la richesse de ce phénomène intellectuel, culturel, que l'on nomme les Lumières. Alors l'une des questions qui se pose bien sûr, c'est celle de savoir si ces concepts, donc, ces mots d'ordre aussi, qui ont été mis en avant à cette époque, ont encore un intérêt, s'ils ont gardé un contenu, ou bien s'il faut s'en défier comme les supports d'une vaste illusion ou d'un discours qui font de la domination occidentale sur le reste du monde. Alors il me semble que l'une des façons de répondre, c'est de vérifier d'abord si la pluralité n'est pas déjà comprise dans les textes de cette époque, et en particulier dans l'encyclopédie, qu'on peut considérer comme l'un des textes les plus représentatifs du mouvement des Lumières. Alors, juste une précision, lorsque je fais allusion à cette façon d'englober les discours du temps dans une philosophie des Lumières, je pense à quelque chose de très précis. Ce sont les textes de certains grands penseurs des études postcoloniales et aussi décoloniales, dans lesquels on retrouve, mais ça se comprend très bien, ce sont des grands points de repère, on retrouve presque systématiquement cette référence, par exemple déjà chez Saïd, mais aussi chez Medimbe, chez Baba, chez Chakravorty Spivak, chez d'autres encore, chez Mamadou Diouf, etc. On trouve très souvent cette référence à la philosophie des Lumières. Il y a une présentation précisément faite par Mamadou Diouf des Subaltern Studies, dans laquelle on trouve une sorte de condensé de cette tendance, et ensuite on va voir pourquoi il faut absolument se détacher de cette simplification. Il explique à propos de l'histoire, de la formation des Subaltern Studies. Elle commence cette histoire à la fin des années 70, dans un contexte fortement marqué par des interrogations sur la validité des grands récits historiques, la pertinence du projet nationaliste de libération intellectuelle, politique, économique et sociale, fondé sur les héritages de la philosophie des Lumières qui avait mis sur le marché des notions de progrès, de raison, de science et d'histoire. Donc implicitement, ces grandes notions sont mises en accusation, c'est-à-dire qu'il faudrait passer à autre chose, il faudrait inventer, c'est ce à quoi il appelle en présentant les Subaltern Studies, il faudrait présenter une contre-histoire, un contre-discours, quelque chose qui permette de sortir de cette matrice que serait la pensée des Lumières. Alors, je crois qu'historiquement, c'est totalement faux. Le mouvement des Lumières n'a pas construit une idéologie fixe, mais il est vrai que juste après le mouvement des Lumières, certaines idéologies ont pris forme, y compris à l'intérieur de la Révolution française, mais ce sont deux temps différents et deux logiques différentes. On peut le vérifier, le fait que les penseurs de la seconde partie du XVIIIe siècle, dont il ne faut pas non plus exagérer l'importance, il me semble que l'une des difficultés qui se présentent est liée à une confusion entre une approche de
ce phénomène en tant que temps fort. Pendant quelques années, quelque chose de particulier s'est produit et on peut nommer ce mouvement les Lumières. Et puis, un mouvement d'ensemble pluriséculaire qui pourrait finalement remonter à l'origine de la raison dans un schéma, dans une vaste fresque proche de celle proposée par Hegel, bref, dans une philosophie de l'histoire. Donc, ça, c'est une toute autre façon de procéder. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire de l'humanité est celle du développement progressif de la raison? Ça serait une autre façon de définir les Lumières. Les Lumières, ce serait l'affirmation. Mais ce n'est pas... on ne parle pas de la même chose à ce moment-là. Hein. Donc si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé à cette époque et qui est le point de repère, il ne faut pas superposer les fameux textes dont on se sert de Montesquieu, de Diderot, d'autres, et cet autre schéma de l'explication pluriséculaire du progrès de l'humanité. Et c'est cette superposition qui explique qu'on présente toujours ce mouvement comme favorable au progrès. Alors, il y a des textes qui sont favorables au progrès, mais il y a aussi des critiques de l'utilisation non raisonnée ou déraisonnable des moyens qui sont à la disposition des hommes. Un mot donc sur l'un des grands textes de cette période. C'est plus qu'un texte, c'est un ensemble, c'est un projet collectif qui a mis au travail, qui a réuni plusieurs centaines de personnes, tout à fait unique et tout à fait représentatif. Quel ouvrage représente mieux la pluralité des opinions? Ils n'étaient pas d'accord entre eux, les rédacteurs de l'encyclopédie. Donc l'ouvrage lui-même représente la possibilité de faire dialoguer des positions, des savoirs. Et l'encyclopédie, le titre de l'encyclopédie, c'est « Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ». Et il a paru entre 1751 et 1772, si on compte la publication des planches. Alors, c'est sans conteste l'un des ouvrages les plus représentatifs du mouvement intellectuel et culturel, que l'on nomme donc les Lumières. Et vous savez certainement que l'une des grandes originalités de ce projet, en plus du nombre de participants, qui est tout de même prodigieux, c'est la prise en compte des arts et des métiers. Donc on fait entrer dans un dictionnaire qui regroupe des savoirs un certain nombre d'informations qui sont censées avoir de la valeur. Alors, c'est une façon de réhabiliter les savoirs pratiques, savoirs des artisans, les savoirs qu'on est allé observer dans les ateliers. Alors, même chose que tout à l'heure, il ne s'agit pas d'idéaliser le XVIIIe siècle. Ces gens avaient des défauts, ils mentaient, et on ne pouvait pas compter sur eux, comme tout le monde. Il ne s'agit pas de dire « Ah, soyons les disciples de ces gens ». Mais il s'est passé quelque chose à cette époque, et il faut quand même prendre la mesure du phénomène. Donc, d'une part, un grand nombre de collaborateurs, c'est absolument nouveau dans ces proportions-là. On fait entrer dans un dictionnaire des savoirs qui d'habitude étaient réunis parfois, mais de façon séparée. Il y avait des ouvrages, des dictionnaires spécialisés ou des ouvrages qui concernaient tel ou tel art. Donc on sait très bien, et Diderot et d'Alembert l'expliquent, c'est tout à fait délibéré, c'est pour considérer que, c'est pour montrer que toutes ces pratiques correspondent à des savoirs. Donc il y a d'abord une revalorisation ou une prise de conscience, ou un appel à une prise de conscience de la richesse des savoirs humains. Alors ça, ce n'est pas eurocentré. L'européocentrisme est un danger réel, y compris en s'appuyant sur l'encyclopédie. Mais l'encyclopédie n'est pas un projet européocentriste. Ou disons les choses autrement, idéalement, les directeurs de l'encyclopédie, les animateurs de l'encyclopédie auraient bien aimé pouvoir produire une encyclopédie universelle, mais ils n'en ont pas eu les moyens. Et aujourd'hui, on ne les a toujours pas.
Hein. Vous voyez les problèmes de langue que nous rencontrons. Alors imaginez au XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas parce qu'ils pensaient que les autres civilisations n'étaient pas importantes, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Mais idéalement, ils auraient bien aimé faire un ouvrage qui soit valable pour tous les peuples du monde. Mais qui est capable de faire ça? C'est déjà bien d'avoir lancé ce projet. Donc potentiellement, c'est un projet qui a une vocation universelle. Cette vocation n'est pas réalisée car elle n'était pas réalisable. Elle le serait peut-être aujourd'hui. Bon, alors ça, je ne sais pas. Donc c'est très important, ça, la prise en compte de domaines qui étaient considérés comme négligeables, ou en tout cas inférieurs à la théologie. Donc, non seulement on fait entrer les métiers, mais dans le système figuré des connaissances, la théologie, si vous regarderez, c'est très instructif, est écartée. Dans le système de la réflexion, la théologie, c'est l'une des formes que peut prendre la pensée et surtout la superstition. Discrètement, on écarte la théologie, et tout en ayant des articles de théologie très nombreux et très fouillés. Hein. Et puis de l'autre côté, on fait entrer les métiers et toutes sortes de savoirs sur les pays, sur les religions, sur les philosophies. 5 minutes? Non, moins. Ah, j'en arrive à ma conclusion. Donc l'encyclopédie peut être lue dans cette perspective-là en se disant qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce qui manque a été exclu à cause d'une orientation européocentriste? Alors évidemment, si on est français ou allemand ou anglais au XVIIIe siècle, on est forcément européocentré, on est forcément assez peu conscient du reste du monde. Mais ça ne veut pas dire que le projet est condamné à cet européocentrisme. Donc il faut, à mon avis, voir les choses plus comme une ouverture comme il n'y en avait jamais eu dans ce domaine. J'en viens à ma conclusion. Donc finalement, on peut considérer qu'un ouvrage comme l'encyclopédie, pour l'époque, il aurait fallu faire mieux. Et il aurait fallu laisser moins de stéréotypes concernant les différents pays. Il y a beaucoup de choses dans l'encyclopédie ou ailleurs qui continuent à colporter des stéréotypes, des choses très injustes sur les différents pays, et même aussi des jugements hiérarchisants concernant les groupes humains. Tout en ayant un article « Humaine espèce » dans lequel Diderot affirme que tous les hommes, quelle que soit leur couleur, etc., Diderot aussi a des préjugés. Ça lui arrive de faire des remarques très négatives sur la couleur, par exemple. Hein. Un lecteur d'aujourd'hui pourrait dire « alors il est raciste ». Non, je ne crois pas qu'il soit raciste, mais il a des préjugés comme on en a tous. Mais pour l'époque, c'était certainement l'un des esprits les plus ouverts de son temps. Donc dans l'encyclopédie, on va trouver des articles qui montrent que la pensée chinoise ancienne était beaucoup plus éclairée que la pensée catholique française du XVIIIe siècle, que certains penseurs japonais aussi étaient beaucoup plus éclairés. Donc l'opposition va beaucoup plus se faire entre ceux qui sont favorables, qui permettent un plus grand partage des connaissances, et ceux, à l'inverse, qui veulent maintenir les individus et les groupes dans un état de domination intellectuelle à travers la superstition, à travers la limitation de l'éducation, du système éducatif. Donc c'est là que se situe l'opposition. Et potentiellement, eh bien, cette façon de considérer les cultures est susceptible de faire beaucoup plus de place aux cultures qui sont pourtant, ou qui étaient déjà, et qui sont toujours, ou qui peuvent l'être, aux cultures qui sont dominées. Donc l'encyclopédie n'est pas cet outil colonial que l'on veut parfois présenter. Au contraire, elle porte en son sein le projet d'une reconnaissance du patrimoine universel, projet toujours à accomplir. Voilà, merci. Merci.